Vox Hebdo, c'est tous les dimanches à Vox TV. Bienvenue et bonjour chers téléspectateurs. Nous allons décrypter les faits d'actualité en première partie avec la contestation par l'opposition des résultats de l'élection présidentielle au Venezuela. L'exigence d'une attestation de stage pour les candidats au bac technique l'année prochaine. Dans la deuxième partie, nous parlerons de l'annulation de l'augmentation du prix du transport en commun. M'accompagne sur ce plateau Albert Mianzoukouta, directeur des publications de la Semaine africaine, Chrysostome Foukezonzeka, rédacteur en chef de l'Horizon africain, et Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité. Bonjour messieurs et soyez les bienvenus sur ce plateau. Le dimanche dernier, donc le 28 juillet, le peuple vénézuélien est allé aux urnes pour choisir leur président de la République. Et aux prises, il y avait le président en exercice, Nicolás Maduro, candidat à sa réélection sous la bannière de la coalition du Grand Pôle patriotique Simeón Bolívar. Il a été à la tête de la formation socialiste unifiée du Venezuela. Il a fait face à l'indépendant Edmundo González Urrutia, qui a bénéficié du soutien de la plateforme unitaire réunissant la quasi-totalité de l'opposition. Et bien entendu, selon les résultats préliminaires, Nicolás Maduro l'a emporté avec plus de 51% de voix. Bien entendu, l'opposition conteste ces résultats. Suivant cet élément. Dès l'annonce des résultats, des partisans de Nicolás Maduro célèbrent la victoire de leur candidat. Le chef de l'État sortant vient d'être déclaré vainqueur de l'élection. Devant le palais présidentiel, le successeur d'Hugo Chávez savoure son succès. Il y aura la paix, la stabilité et la justice après le 28 juillet. À partir d'aujourd'hui, je suis Nicolás Maduro Moros, président réélu de la République bolivarienne du Venezuela. D'après le conseil électoral proche du pouvoir, Nicolás Maduro recueille 51,2% des suffrages exprimés, un résultat présenté comme irréversible par l'autorité en charge du scrutin, qui s'appuie pourtant sur le dépouillement de 80% des bulletins. Inacceptable pour l'opposition réunie autour de la candidature unique d'Edmundo González Urrutia. Après la fermeture des bureaux de vote, les adversaires du président se montraient pourtant confiants quant à leurs chances de victoire. Pour María Corina Machado, chef de file de l'opposition, le résultat ne fait aucun doute. Edmundo González Urrutia a obtenu 70% des voix lors de cette élection. Et Nicolás Maduro a obtenu 30% des voix. C'est la vérité. Plusieurs capitales ont elles aussi contesté les résultats officiels. Anthony Blinken a fait part de ses sérieux doutes, tandis que le Chilien Gabriel Boric a dit ne reconnaître aucun résultat qui ne soit pas vérifiable. L'opposition espérait tourner la page de 25 ans de chavisme au Venezuela. Longtemps l'un des plus prospères d'Amérique du Sud, le pays a vu son PIB s'effondrer et des millions de personnes fuir la pauvreté. À l'approche du scrutin, le régime a écarté plusieurs opposants à Nicolás Maduro et limité l'observation du vote. Plus de 51% pour Maduro. Et bien entendu, cette victoire est contestée par l'opposition. Alors Albert, est-ce que cette victoire n'est-elle pas donc légitime? Vous savez, à propos du Venezuela, comme à propos d'autres pays d'Amérique latine, notamment le Nicaragua, il serait hasardeux de s'affirmer dès le départ pour ou contre une des parties en présence, pour la simple raison que l'histoire passée et présente plaide aujourd'hui pour une totale bousculade dans les urnes, bousculade non pas des votants, mais des bulletins, parce que tout est fait ici pour rappeler que l'histoire du Venezuela est une histoire mouvementée. À peine une dizaine d'années après le départ de Hugo, c'est-à-dire la mort d'Hugo Chavez, qui était un candidat à un moment, le seul candidat de gauche, le seul politicien de gauche en Amérique latine. Et donc,
Ce faisant, le reste des partisans de l'un ou de l'autre camp a vu affluer vers lui les appuis, les soutiens, les pieds de nez pour que celui qui était en place depuis un peu longtemps d'ailleurs soit bousculé, soit écarté. Mais le danger de ce genre de prisme, c'est que finalement, lorsqu'on part pour un candidat, il est difficile de changer de point de vue à l'arrivée. Et donc, ce qui a fait dire à l'opposition que, bon, voilà, ils avaient la preuve que la victoire de M. Nicolas Maduro avait été usurpée, que eux avaient les bons chiffres. Et d'ailleurs, la candidate, la leader de l'opposition ici, termine ce que nous venons d'entendre comme extrait de son discours par « c'est la vérité ». Quelle vérité? De quel côté? Quelle est la vérité qui l'emportera? Ça, c'est une difficulté pour des pays qui sont aussi polarisés. Voilà. Chrysostome, nous avons suivi la campagne électorale. Nicolas Maduro n'était pas donné vainqueur, mais à la grande surprise, quand on proclame, et c'est lui qui obtient la victoire. Est-ce qu'il y a réellement des velléités de tricherie? Les élections dans cette partie du monde sont semblables aux élections qui se déroulent en Afrique. Ah, comment? Difficile qu'un président en exercice accepte facilement la défaite. Mais ici, le président réélu Nicolas Maduro est comme confronté à la mobilisation de certains États de l'Amérique latine et des États-Unis qui, sans nul doute, ont reconnu la victoire de l'opposition. Ce qui conforte la position de cette opposition dans ce pays. Parce que les États-Unis ne reconnaissent pas facilement une élection. Il faut dire que ce pays a une grande culture démocratique. Ce pays vit la démocratie comme l'on respire. Donc facilement, les données sont comptées et bien comptées à leur niveau. C'est cela qui met en difficulté le président réélu du Venezuela. Du fait que la première puissance mondiale reconnaît l'opposition comme vainqueur et 5 autres pays de l'Amérique latine. Guy Blaise, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique et l'Amérique latine se partagent les mêmes conditions lors des élections? Puisque là, nous voyons l'opposition qui conteste. C'est comme en Afrique où on ne peut toujours pas accepter que le président sortant puisse remporter vraiment la victoire. Oui, je crois que l'Afrique, c'est l'Afrique, l'Amérique, c'est l'Amérique. Ce sont des États démocratiques. Je crois qu'aujourd'hui, le cas de Venezuela, même si c'est similaire à certains pays africains où les présidents ne veulent pas lâcher le pouvoir, la voie des urnes aujourd'hui, je crois que la décision du peuple vénézuélien aujourd'hui, c'est que ce peuple en a marre. Je crois que avant cette élection, il y a eu les sondages qui ont donné vainqueur le candidat de l'opposition. C'était une manière, je crois bien, à mon avis, de dire non au troisième mandat de Nicolas Maduro, qui est l'héritier de Hugo Chavez. Mais en regardant bien dans l'organisation de l'élection, c'est le parti au pouvoir, c'est la commission qui organise, qui est peut-être sous la main du pouvoir, qui aujourd'hui proclame Maduro élu. Mais l'opposition avec son candidat
qui réclament avec la chef de file de l'opposition, Corina, je crois que... Ils disent qu'ils ont plus de 60%. Ils ont des preuves. Parce que même aujourd'hui, ils ont appelé à la manifestation générale. Parce qu'ils ont dit, ils ont des preuves, ils ont rassemblé près de 80, comment on appelle, procès-verbaux des bureaux de vote, qui donnent vainqueur le candidat de l'opposition. Je crois que aujourd'hui, les taux se resserrent pour le régime en place, c'est-à-dire le président sortant. Parce que même les pays limitrophes ne reconnaissent pas la victoire de Maduro. Même le Brésil, qui hier soutenait, je crois qu'aujourd'hui rejette les résultats. Donc aujourd'hui, la majorité des pays de l'Amérique du Sud, même de l'Europe, veut le recomptage des voix. Mais est-ce que Maduro accepterait de recompter des voix? Parce que pour lui, il se dit c'est un coup d'État planifié, même pas depuis les États-Unis, pour le faire partir du pouvoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, les émeutes qui se passent au niveau de ce pays, c'est un message clair que le peuple en a marre de cette gestion. Parce que quand le peuple arrive jusqu'à déboulonner les statues de Hugo Chavez, considéré comme le commandant éternel de la révolution bolivienne, je crois que ce peuple en a marre. C'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire hier. Mais aujourd'hui, ils ont pris le courage de le faire. Ça veut dire que Maduro doit savoir qu'il y a des limites aussi dans la gestion d'un État, démocratiquement. C'est la voie des urnes qui peut vous mettre à l'écart. Donc si cela est le cas, je crois que il y a l'option proposée par certains pays du monde, notamment les pays d'Afrique, de l'Amérique latine, le recomptage de voix. Bon, est-ce qu'il acceptera? Point d'interrogation. Bien, est-ce qu'il acceptera? Comme a dit Guibez, point d'interrogation. Nous allons continuer de suivre l'évolution de l'actualité au niveau du Venezuela pour voir qu'est-ce qu'elle va donner. Nous passons pour examiner notre deuxième sujet. Il s'agit de l'exigence qui se fera maintenant pour les candidats qui vont passer le bac technique l'année prochaine. Il leur sera exigé de présenter l'attestation de stage. Mais pour en dire un peu plus, nous suivons cet élément. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a lancé une initiative imposant des stages obligatoires pour les candidats au baccalauréat technique en réponse à un décret du Premier ministre Anatole Koulini Makosso. Le gouvernement a décidé de consacrer 60% des épreuves du bac technique à la pratique et 40% à l'écrit. Cette approche par compétence vise à mieux préparer les élèves aux réalités du marché du travail. Tous les candidats au bac technique de l'année 2024-2025 devront présenter un certificat de stage. Les stages se dérouleront pendant les vacances scolaires avant la rentrée 2024-2025. Cette année, tous les élèves en terminale technique doivent donc effectuer un stage. Le gouvernement va établir des partenariats avec les entreprises locales et les centres de formation pratique pour faciliter cette initiative. Le ministère de l'Enseignement technique et professionnel collaborera également avec le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA pour concrétiser ces stages. L'initiative de mise en stage des jeunes lycéens qui présenteront le bac nous paraît être un premier coup de la réponse à la lancinante question de prise en charge de notre jeunesse. L'année prochaine, évidemment, c'est le bac de l'année prochaine. Mieux les jeunes seront formés, mieux nous serons rassurés du développement national. Les stages permettent aux élèves de se familiariser avec le monde professionnel et d'acquérir une expérience pratique inestimable. Cette immersion dans le milieu du travail les rendra plus employables et les préparera à créer leur propre entreprise à la fin de leurs études ou après l'obtention de leur bac. On ne va plus former des littéraires en mécanique. On ne va plus former les littéraires de la comptabilité. On ne va plus former les littéraires de l'agriculture. Nous devons former des compétences dans ces domaines techniques et professionnels. C'est pourquoi, depuis l'école, les enfants doivent être en situation professionnelle. Et c'est le premier bout
de la réforme. Dans les pays comme l'Allemagne et la Suisse, où l'enseignement technique et professionnel est étroitement lié à des périodes de formation en entreprise, on démontré l'efficacité de ce modèle en réduisant le taux de chômage et en créant une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le ministère de l'enseignement technique et professionnel a déjà lancé cette expérience à Lodima et Pointe-Noire, où plusieurs apprenants sont en formation pratique. Les résultats sont satisfaisants. Nous avons appris plusieurs choses dans le domaine, par exemple, de l'électricité. On a appris à réparer des disjoncteurs, à fabriquer des choses. On a appris aussi la soudure, on a appris à utiliser les machines. Le stage se passe bien parce que, tout d'abord pour ajouter, dans nos établissements respectifs, on n'a pas vraiment eu à faire ce qu'on fait ici parce que le stage, au niveau du stage, on nous apprend tel qu'à injecter. Parce que dans nos établissements, on n'a pas eu à injecter. Ici, on a injecté. Ici, on fait. Dans nos établissements, on n'a pas des races de large weight. Ici, au moins, on a l'occasion de voir des large weight. Et j'apprécie vraiment le stage. Ils sont ici pour un stage d'imprégnation parce qu'ils sont pendant longtemps dans les salles de classe au niveau de la pédagogie. C'est vrai que d'où ils viennent, ils étudient aussi au niveau des travaux pratiques, mais le changement de milieu leur permet de découvrir beaucoup plus les réalités du travail. Ils sont ici pour mettre en exercice ce qu'ils ont appris. Je tombe à pic et je suis heureux d'être ici pour célébrer la double formation. Celle des jeunes, sortis des classes scolaires, qui sont ici mis en formation pour la conduite intelligente. Mais aussi l'occasion de saluer cet échantillon des élèves de nos lycées qui ont compris la nécessité d'acquérir les compétences. L'objectif de cette initiative est de répondre aux besoins du marché de l'emploi au Congo et de lutter contre le chômage des jeunes. Certificat de fin de stage ou attestation de fin de stage pour les candidats au bac technique l'année prochaine. Chrysostome, c'est une bonne initiative. L'initiative est louable pour le gouvernement de la République, le gouvernement qui a pensé qu'il faut mettre fin aux années où les élèves du lycée technique étaient que soumis à la théorie. Maintenant qu'on leur demande, il faut quelques années ou quelques mois passés en entreprise, en stage, ça ferait quelque chose pour des élèves d'assimiler les notions qui vont leur permettre d'être compétitifs sur le marché. Parce que vaut mieux connaître comment placer un boulon, comment le démonter, que de ne pas connaître et que tu as le bac, à la fin que tu sois soumis à une série d'exercices dont tu serais incapable à démontrer. Donc l'initiative est louable. Guy Blaise, est-ce que nous avons assez de structures où ces élèves pourront finalement réaliser leur stage? Oh oui, Chrysostome, je crois que quand le gouvernement prend de telles initiatives, c'est-à-dire des réformes pareilles, ça veut dire que non, ils ont la certitude que tous ces candidats qui passeront le bac 2024-2025 auront bel et bien l'espace d'aller pratiquer leur stage. Mais à mon avis, j'ai lu l'initiative, je crois que c'est même parmi des réformes plus importantes que le ministre Maguessa a pris depuis sa venue à la tête de ce ministère, parce que c'est difficile aujourd'hui de prendre par exemple un élève de F4, je crois bien, qui est électricité, bâtiment, génie civil, qui est incapable de tracer sur un bâtiment de 2 chambres salon l'installation. Mais il est en terminale. Ça veut dire que hier, ça n'existait pas, c'était occasionnellement, mais aujourd'hui, le gouvernement a officialisé que avant de prendre l'inscription au baccalauréat, il faut présenter l'attestation. Ça veut dire qu'il faut faire
votre stage pratique pendant les vacances et on vous délivre le certificat ou l'attestation. Je crois qu'à mon avis, c'est une initiative louable, à féliciter, parce que ça permettra aux jeunes bacheliers de maîtriser, de lier en fait la pratique. Ici, on peut parler de la compétence. Si je pense que c'est même ça, avoir la compétence. Tu peux avoir la connaissance, la théorie, mais si tu n'as pas la compétence sur le terrain, tu n'es nul. Vous êtes nul. Je crois que cette initiative du gouvernement est vraiment louable. Et je crois que il y aura des espaces pour que ces jeunes-là puissent aller. Parce que s'il n'y a pas d'espace, ça veut dire que là, le gouvernement tirera dans l'eau. Parce que vous exigez qu'ils puissent avoir le certificat ou l'attestation. Ça veut dire que non, en amont, vous avez déjà vu les entreprises, parce qu'on a vu le ministre descendre à Pointe-Noire pour remettre à main propre ceux qui en bénéficient déjà, et il a tiré la sonnette d'alarme pour dire à ces jeunes que ça, il faut bien garder parce que ça sera conditionné pour l'inscription au baccalauréat 2024-2025. À Ouesso, c'est pareil. Je crois que dans le Grand Larieux aussi. Bon, donc le gouvernement sait pourquoi il l'a fait et je crois que ça pourrait aller. Albert, initiative louable pour en fait d'exiger le certificat ou l'attestation de fait de stage aux candidats qui vont présenter le bac. C'est-à-dire que nous jugerons au résultat justement. On verra d'ici à 2025, juin 2025, comment est-ce que cette initiative va se monnayer sur le terrain, quels en seront les résultats palpables. Mais d'emblée, moi je dis, c'est une mesure qui peut être louable, mais qui me paraît un peu précipitée. Je veux dire qu'il fallait mieux la présenter, mieux la préparer. Nous avons combien d'entreprises dans ce pays qui peuvent résorber le nombre de candidats au bac technique que nous présenterons l'année prochaine? C'est une question, c'est pas un doute, mais c'est une question. Moi, là où je suis, j'emploie déjà chaque semaine, chaque mois, il y a au moins une demi-dizaine de jeunes qui viennent frapper à ma porte pour dire nous exigeons un stage. Et ça, c'est un stage qui n'est d'ailleurs pas technique, enfin pas au sens où nous l'entendons ici, mais c'est un stage voulu souvent par les établissements scolaires ou souvent aussi par les personnes elles-mêmes. Qu'est-ce que nous ferions si nous avons un jeune qui n'a pas pu recevoir de place dans une entreprise en formation? Qu'est-ce que nous ferons de lui? Il sera voué à un double échec parce que dès l'avance, il est condamné par la structure et la manière d'organiser notre société. Et ceux qui auront les moyens pourront s'infiltrer à la SNPC, pourront être accueillis à telle ou telle autre structure. Donc, comme d'habitude, rien ne va changer parce que les mêmes privilèges vont garantir le parapluie à ceux qui ont des parents, qui ont des possibilités de les activer. Et puis, le même échec pourrait frapper, sanctionner ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est une question que je me pose, c'est un doute que je soulève. J'ai vu dans le quartier que beaucoup de pères et mères de famille, effectivement, se la posent aussi cette question en disant, mais enfin, vous avez promis une année de la jeunesse où là, nous sommes déjà à juillet, donc août. Nous n'avons pas encore formé la moitié des 1000 jeunes à assumer que nous avions promis. Comment est-ce que vous voulez que, donc, pour le bac technique, tout d'un coup, cela marche? C'est un doute que eux aussi soulèvent, sans doute, c'est pas une condamnation, mais enfin, bon, voilà. C'est pourquoi je dis, pour être prudent, jugeons au résultat. Chrysostome, le ministre a annoncé, il était en visite à Pointe-Noire, et la mesure sera applicable. Est-ce que réellement les candidats se sentent vraiment prêts à passer les stages? Vous les sentez déjà applicable cette mesure? Mais ne pensez pas que les candidats ne sont pas prêts à passer des stages. C'est une décision du gouvernement. Quand une décision est prise par les autorités publiques, les citoyens doivent faire la volonté, doivent exécuter. Je ne pense pas que les structures manquent où les gens peuvent aller
faire les stages. Les différentes filières, que ce soit en soudure, que ce soit en menuiserie, maçonnerie, que ce soit en, je sais pas, métaux en feuilles, que ce soit en agriculture. Il y a bien des Congolais qui ont monté des micro-entreprises où ces jeunes peuvent aller pour se faire former, passer des stages. C'est l'essentiel que tu saches que ça c'est une planche, comment on peut faire un plafond, vous regardez, vous allez voir, et le monsieur à la fin vous délivre une attestation. L'attestation qui renseigne que vous avez passé 2 mois dans telle structure, 3 mois dans telle autre, et vous avez fait ceci, vous en avez eu les capacités. Moi je pense que les structures existent. Quand le gouvernement prend une décision, il y a un travail qui se fait en amont avant de délivrer, de rendre public cette décision-là. Donc le ministre qui vient en parler n'est pas venu pour juste se montrer que voici ce que j'ai envie de faire. Non. Les pouvoirs publics sont structurés et donc il y a une décision qui est prise parce qu'un travail a été fait pour envoyer tant soit peu ses élèves en formation. Que ce soit à Pointe-Noire, Brazzaville, Indonésie, Wesson, Kayi, un peu partout, les structures existent. Oui, nous sommes en train de parler de cette année, puisque quand on a suivi le reportage, on a même dit que non, le ministère va. C'est pas encore fait, mais la décision sera applicable cette année, Guy Blaise. Ça sera applicable. Est-ce que l'école ne va-t-elle pas aider les élèves? Ce sont les élèves qui eux-mêmes doivent se jeter, doivent être à la recherche. Non, mais si on essaie un peu de comprendre la philosophie du gouvernement par rapport aux années antérieures, ça veut dire qu'il y a une différence parce que les années antérieures, les élèves eux-mêmes partaient chercher des stages. C'était un peu rare de voir l'école ou bien la décision qu'on a prise cette année par le gouvernement. Cette année, je crois que c'est pas du hasard. C'est-à-dire le gouvernement en amont a essayé un peu d'étudier est-ce que si on apporte une telle réforme, ça pourrait aller avec les entreprises que nous avons dans le pays, avec le nombre de candidats qui passeront l'examen 2024-2025, est-ce que ça pourrait aller? Je crois qu'ils ont vu tout cela. Raison pour laquelle ils ont engagé. Parce que cette année-ci, l'année 2024-2025, c'est le baccalauréat. Je crois, les années qui viendront, ça sera le brevet. Donc, aujourd'hui, je pense pas que c'est du hasard. Le gouvernement, avec sa philosophie, a vu en amont ce qu'il faut faire et a lancé. Donc, je crois que, comme a dit le doyen tout à l'heure, jugement résultat, voilà. Donc, il faut donner le temps au gouvernement qui a réfléchi sur cette réforme que nous disons louable tout à l'heure. Donc, je crois que on ne peut que féliciter pour un premier temps, et puis bon, on attend les résultats. Mais tout en sachant que c'est pas du hasard. Voilà, c'est des choses qu'on n'imagine pas, parce que c'est des gens qui vont aller se faire former. Parce que moi je le répète ici, c'est difficile et c'est malheureux pour un élève de terminale qui n'arrive pas à faire les enduits en maçonnerie, qui n'arrive pas à doser le béton. Ça, c'est malheureux. Donc, l'initiative, quand nous disons que c'est loi, c'est tout ça. C'est pour permettre à la jeunesse d'avoir des compétences plus dures qu'hier. Oui, le ministre l'a dit, on n'a plus besoin de former les littéraires en mathématiques, en mécanique, voilà. Les littéraires en comptabilité, mais nous avons besoin de former les compétences. Voilà. Et nous pensons que en introduisant ces séances pratiques avant d'aller passer les examens, les bacheliers qui évoluent dans le secteur technique sortiront réellement avec le métier, Albert. Je dis bien, j'espère, j'espère. Ce n'est pas que je ne veuille pas de la réussite de nos jeunes, mais c'est pas tout à fait le même discours. Mais nous, de notre génération, nous avions entendu une fois le président Marien Gouabi fustiger la formation générale, disant voilà, le latin et le grec ne nourrissent pas le peuple. Il avait dit comme ça, et nous qui étions dans les séries A, avions
la tête courbée lorsque nous passions dans la rue parce qu'on se disait nous sommes de futurs chômeurs. Bon, on a vu là aussi au résultat qu'il n'en était pas ainsi, que aussi bien les littéraires que les techniciens, que les scientifiques ont leur place dans la société. Mais ici, il ne s'agit pas en fait de départager entre le technique et le général. Ce n'est pas cela. Mais enfin bon, voilà. Donc c'est pourquoi je dis, bon, il y a eu tellement d'initiatives lancées dans le cadre de l'enseignement que celle-ci vient s'ajouter certainement à celles qui ont pu donner des fruits. Le risque, c'est simplement que notre matière première de travail ou d'observation, ce sont des jeunes. C'est-à-dire, c'est la jeunesse, c'est-à-dire une génération de Congolais qui risquent dans 1 an ou 2 de se retrouver finalement avec des équerres et des compas qui n'ont servi à rien parce que à la fin, quand ils auront obtenu le bac technique, eh bien, ils ne seront plus ils sont employables, mais ils ne seront plus employés. Et c'est cela le risque de cette. On parle de quoi? De plus de 2 millions de jeunes qui sont au chômage, et donc peut-être qu'il faudrait commencer à penser à les dégraisser ces chiffres-là. D'accord, il faut penser à dégraisser ce chiffre des chômeurs qui ne fait que grimper chaque année. Nous pensons que nous mettons donc un terme à ce sujet. Je vous invite à une pause publicité pour nous retrouver bien après.